Bonjour à tous. Suzy est là, je suis très contente. Bonjour Suzy, allô. Nous sommes très contents avec Léo d'accueillir aujourd'hui Ahmed Bennouman, pardon, qui est donc maintenant, depuis quelques mois, docteur en sciences de gestion. Ça veut dire qu'il a soutenu récemment son PhD, sa thèse de doctorat, sous la direction de Marine Le Gallelli, qui est professeure en France, ainsi que Patrick Gabriel. Qui est aussi également professeur. Donc, Ahmed a répondu gentiment, favorablement à notre invitation pour nous présenter une communication donc, qui va faire la synthèse de son travail de thèse. Comment convertir les partages en dons monétaires et quel message sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'autant du point de vue des acteurs, mais aussi du côté académique, c'est un sujet qui va tous nous intéresser. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement et puis je te laisse la parole. C'est avec grand plaisir. Je vous remercie pour l'invitation. C'est vraiment quelque chose c'est un exercice que j'apprécie beaucoup d'échanger avec des chercheurs de mon domaine qui peuvent m'aider à améliorer cette recherche. Donc, si vous voulez, je commence la présentation dès maintenant. C'est Ok, bon, tu peux y super. aller, oui. Donc, la présentation, comme vous l'avez dit, s'intitule « Convertir les partages en dons monétaires ». Je pars d'un constat très simple, c'est qu'en France, ce n'est pas un marché saturé au niveau des donateurs. Il y a 40% des Français qui n'ont jamais réalisé un don. Mais pourtant, depuis 2009 jusqu'à 2019, et ça, cette information, c'est à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'avec le Covid, ça a évolué. Mais depuis 2009 jusqu'à 2019, on a observé qu'il y a un nombre en termes de nouveaux donateurs. Les associations réussissent à fidéliser leurs donateurs, mais ils souffrent pour recruter des nouveaux donateurs. Ça, c'était le constat de départ. Peut-être il y a des phénomènes sociaux qui peuvent expliquer cette souffrance des associations. Peut-être qu'il y a énormément de choses qui peuvent expliquer cela. Mais moi, ce qui m'a intéressé durant la thèse, c'était la partie communication. Il y a plusieurs thèses, plusieurs travaux sur ce sujet qui montrent que les outils classiques de sollicitation de dons, à savoir les SMS, à savoir les affiches, à savoir l'emailing ou bien les courriers, ça bloque. Les personnes montrent une réticence, montrent une résistance face à ces méthodes. C'est pour cela qu'on a proposé les réseaux sociaux comme solution à ce problème. Pourquoi ? Tout simplement, c'est très efficace. Ça permet d'atteindre une grande partie de la population avec 2-3 clics. Deux exemples pour ceci. On a le ALS Ice Bucket Challenge qui se passe annuellement depuis 2014. On a réussi à collecter 115 millions d'euros en une semaine. Le Movember également, où on observe une hausse de dons durant cette période sur les réseaux sociaux. Toutefois, sur les réseaux sociaux, on a pu observer que lorsque on demande de l'argent, les gens partagent cette sollicitation de don, mais ils ne donnent pas. Donc, il y a un danger potentiel des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que les gens, il y a ce manque de volonté d'apporter un soutien réel. Ils partagent, ils mettent des j'aime, ils commandent des fois, mais ils ne donnent pas de l'argent. Ceci, on a essayé de le chiffrer. On a regardé qu'il y a la majorité des associations françaises sont sur les réseaux sociaux, que la majorité des associations françaises mobilisent les réseaux sociaux pour demander des dons, mais pourtant, il y a uniquement une minime partie, une infime partie des dons qui viennent des réseaux sociaux. Alors, c'est là où vient la problématique de convertir les partages en j'aime. C'est là où on s'est demandé qu'est-ce qui fait que ça bloque. Alors, on a regardé la littérature. La littérature sur ce sujet, il n'y a pas une littérature réelle qui répond à cette question de comment passer d'un comportement virtuel à un comportement réel. On a regardé la psychologie sociale, même en politique, pour savoir comment ça se passe sur les réseaux sociaux. On a trouvé qu'en littérature,
elle s'intéresse à énormément de choses, les comportements individuels, l'individu en soi, ça veut dire les variables qui en découlent, sociodémographiques, des fois psychodémographiques, mais le message, la communication par l'association, la littérature, elle, je ne vais pas dire, il y a peu de travaux sur ce sujet-là qui s'intéressent au message. Comment, sous quelles conditions, pardon, un message social, un message sur les réseaux sociaux, de sollicitation de dons, peut favoriser à la fois le soutien symbolique virtuel qui peut prendre la forme d'un j'aime, d'un partage ou d'un commentaire et le don monétaire. Donc, le but, c'est d'étudier et de trouver la recette d'un message idéal qui va provoquer deux comportements prosociaux à la fois. Pour répondre à cette question, on a conduit une recherche qu'on a divisée en 3 études. Une première étude quantitative, où on a lié les caractéristiques du message avec l'intention de don. La deuxième étude est de nature qualitative, et c'est là où on a lié les caractéristiques du message avec le soutien symbolique virtuel, les j'aime, les partages, les commentaires. Pourquoi on a fait ça? Pour construire un modèle intégrateur qu'on a testé à l'aide d'une quasi-expérimentation où on a mis les caractéristiques du message, le soutien symbolique virtuel et on a étudié comment cela provoque ou défavorise l'intention de don. Donc, je vais vous présenter étude par étude, résultats, discussion à la fin. La première étude, c'est là où on a fait appel à plusieurs littératures. On a fait appel au modèle de publicité en ligne de Dukoff, on a fait appel à la théorie du comportement planifié et la théorie du double traitement des messages publicitaires. Pour pouvoir construire le modèle que vous observez sur vos écrans, on a fait en sorte qu'on a trouvé, grâce à ces plusieurs théories, on a trouvé que les caractéristiques du message, elle influence directement le comportement en passant par des attitudes, mais cela, c'est très critiqué ou c'est très discuté par les auteurs. Et donc, on a fait ce choix, c'était un choix justifié, bien sûr, qu'on a détaillé dans la thèse. On a fait ce choix de tester des variables rationnelles du message, c'est-à-dire son informativité, la capacité d'un message d'informer, la charge émotionnelle du message. Charge émotionnelle, ça peut être négatif, ça peut être positif. L'intensité de cette charge émotionnelle. Et on a fait une sorte de quasi-expérimentation pour tester cela. On a partagé aux répondants, on a fait ça sur 2 étapes, bien sûr. Une étape de collecte, de pré-test pour vérifier si les messages sont bien compris, s'ils divulguent réellement ce qu'on souhaite divulguer, c'est-à-dire est-ce qu'un message émotionnel est perçu comme tel ou bien il faut le modifier. On a collecté par des questionnaires auto-administrés qu'on a distribués par le biais des réseaux sociaux, des échelles de mesure validées par nous et par d'autres chercheurs, et on a mobilisé la modélisation par équation structurelle pour pouvoir étudier tout ça. Pour info, on a choisi 2 réseaux sociaux les plus populaires et les plus utilisés par les associations en France. Et même aux États-Unis, on a trouvé que les réseaux sociaux les plus utilisés par les associations sont Facebook et Twitter. Donc, les principaux résultats, c'est que, premier résultat qu'on a observé, c'est que les messages rationnels n'ont pas d'impact sur l'intention de don. Il n'y a pas de... Lorsqu'un message est rationnel, il y a une part d'informativité, il y a un concept de crédibilité, il y a beaucoup de chiffres. Les gens, ils ignorent ce message, ils ne déclarent pas leur intention dedans. On a observé que les messages qui ont une charge émotionnelle, peu importe l'intensité de cette charge émotionnelle, il y a une influence positive sur l'intention dedans. On a expliqué ça par la contagion émotionnelle et on a trouvé dans la littérature que la contagion émotionnelle, elle peut être transmise par le biais d'un message virtuel. Donc, un message qui divulgue une émotion négative, l'individu qui lit ce message
peut être touché par cette émotion négative. Ça, c'était pour l'étude numéro 1 qui lie les caractéristiques du message avec l'intention dedans. De la même manière, on a essayé de voir quelles sont les caractéristiques des messages qui influencent le soutien symbolique virtuel, les j'aime, les partages, les commentaires. Pour cela, une étude qualitative qui s'est déroulée en 3 étapes. On a fait une observation non participante dont l'objectif était de savoir le domaine, d'adopter le vocabulaire, de s'approprier le vocabulaire des associations pour pouvoir créer des messages efficaces, de savoir comment ça se passe chez les associations. Ensuite, deuxième étape, on a fait du data mining et scraping, c'est-à-dire on a fait l'extraction des données des réseaux sociaux des associations pour ensuite les coder et les analyser d'une manière statistique. Donc, l'observation non participante, elle nous a permis d'avoir des associations qu'on va observer sur les réseaux sociaux. Les critères de sélection de ces associations, c'était grâce à l'observation non participante. Donc, on a regardé, on a vu comment les gens interagissent, on a compris qu'il y a un moyen d'interaction par association. Ce choix, donc, n'était pas arbitraire de choisir Facebook, Twitter et ces associations que vous voyez, c'est des associations soit internationales, soit uniquement françaises. Après, on a utilisé les moteurs de recherche de chaque réseau social avec des mots-clés bien déterminés pour trouver les sollicitations de dons par ces associations. On a utilisé Data Miner qui nous a permis d'extraire les données et de construire notre base de données qui va nous servir pour l'analyse. On a passé par InVivo. Là, c'était des catégories prédéfinies, rationnelles, émotionnelles, et on a cherché de voir s'il y a des caractéristiques des messages qui ressortent. Et on a analysé ça avec le logiciel SPSS grâce à des tests statistiques. Donc, résultat de l'étude, on a eu des catégories, de nouvelles catégories qui ressortent. On a trouvé que il y a la charge émotionnelle négative, positive, il y a l'informativité, la crédibilité, c'est-à-dire la partie rationnelle, mais en même temps, il y a l'inclusion. Il y a certains messages des associations qui invitent les gens à rejoindre un groupe. Venez, faites partie de notre groupe de donateurs, soyez authentiques en donnant de l'argent à notre association. Et il y a également des incitations monétaires. On a pris ces catégories et on les a testées avec le nombre de j'aime et partages provoqués par chaque message. Et finalement, on a compris que sur Facebook et Twitter, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas un message unique. Donc ça, c'était une information presque intuitive qu'on a essayé de confirmer scientifiquement. Et donc, c'était confirmé, il n'y a pas de doute. 2 études montrent la même chose, c'est que sur Facebook et sur Twitter, il ne faut pas les mêmes messages. Cela peut être dû à la typologie des gens qui sont présents sur chaque réseau social. Les personnes qui sont sur Facebook cherchent davantage à partager des messages où il y a des charges émotionnelles négatives. Il y a sur Twitter, les personnes cherchent à partager une charge émotionnelle positive. Donc, on a pour les likes, par exemple, on a trouvé quelle est la formule du message à adopter pour encourager les gens à liker le post. Même chose pour les commentaires et même chose pour les partages. Donc, en fonction des résultats de ces 2 études, on a réussi à construire un modèle qui intègre les 2 comportements étudiés, l'intention de don ou le don monétaire et le soutien symbolique virtuel. C'est un terme qu'on mobilise pour décrire les comportements prosociaux sur les réseaux sociaux, les j'aime, les partages, les commentaires. D'où on a fait ce tableau qui n'est pas très ergonomique, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a cherché à voir quelles caractéristiques ont un impact significatif sur l'intention de don et le soutien symbolique virtuel. On a regardé également la littérature, on a fait une confrontation de nos résultats avec la littérature pour construire ce modèle. Ce modèle nous permet de voir qu'il y a des variables modératrices qui modèrent la relation entre les caractéristiques du message et les 2 phénomènes étudiés.
Également, grâce à la littérature, on a trouvé que le soutien symbolique virtuel, c'est lui qui impacte l'intention de temps. Enfin, c'était une hypothèse de notre part que le soutien symbolique joue un rôle médiateur, que ce n'était pas un comportement qui se produit en même temps que l'intention de temps. Et ce modèle, on l'a testé. Pour info, on a éliminé la charge rationnelle parce que les deux études montrent qu'il n'y a pas d'effet de la charge rationnelle sur les deux comportements. Donc, on a gardé charge émotionnelle et rationnelle, mais la charge rationnelle toute seule, on l'a enlevée. Ce modèle a été testé grâce à une quasi-expérimentation avec 8 scénarios qu'on a testés sur Facebook et 8 scénarios qu'on a testés sur Twitter. C'est un questionnaire qu'on a distribué grâce à une association qui s'appelle Aile de Papier, installée ici en France. Elle œuvre pour des causes d'enfants en Afrique. Et ensuite, on a fait une analyse statistique grâce à l'ANOVA, régression logistique, et en même temps des techniques de comparaison de groupes qui utilisent les équations structurelles pour valider le modèle final. Donc, ici, je vous mets un exemple de scénario qu'on a utilisé pour des raisons. Pour garder beaucoup de fiabilité, validité interne, on a gardé la même photo, on a juste changé l'image et on a divulgué ces messages aux internautes, aux socionautes qui ont pu les observer et répondre à nos questionnaires ensuite. Donc, j'aurais bien aimé conduire une expérimentation, mais à cause du Covid, les associations étaient parties sur la collecte des dons Covid et du coup, ce n'était pas possible. Ça ne collait pas avec leur calendrier éditoriaux. Principaux résultats, là, ce schéma-là, pour moi, il est le résumé qui résume comment convertir le partage en intention de don. On s'est arrêté à l'intention parce qu'on n'a pas pu faire une expérimentation. Ce qu'on a compris, c'est que la charge émotionnelle influence positivement les comportements prosociaux. Lorsque on a une charge émotionnelle négative, cela crée un état émotionnel déplaisant chez le socionaute via la contagion émotionnelle. Donc, il partage. Qu'est-ce qui arrive après le partage? Il réduit ce stress dû à cette dissonance cognitive. La réduction de stress permet d'avoir ce qu'on appelle l'autorisation morale. C'est un terme que j'ai traduit de l'anglais qui veut dire moral licensing. Donc, il s'autorise moralement à ne pas donner. Il a déjà réalisé son objectif de réduire son stress. Par contre, lorsqu'on a publié des messages positifs, les gens, ils partagent quand même. Ils ont envie de partager cette bonne nouvelle ou bien cette émotion positive. Les gens, lorsqu'ils partagent, il y a ce qu'on appelle cette consistance comportementale. Behavior consistency, pardon. Donc, ils ont envie de garder cette sensation. C'est comme la théorie du warm glow. Ils ont envie de garder ce warm glow et du coup, ils donnent. Donc, si vous voulez, notre principale recommandation aux associations, ce sera de créer un message qui est plaisant. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, puisque ça dépend du genre, ça dépend de l'âge, ça dépend de la catégorie socio-professionnelle et même du bénéfice souhaité de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on a mis en œuvre quel message, un tableau qui montre quel message et pour qui. On l'a fait d'une manière beaucoup plus ergonomique pour les associations. C'est comme un guide de prise de décision. Si vous voulez avoir le don d'une femme qui est âgée de moins de 25 ans, il lui faut un message crédible avec une charge émotionnelle négative. Sur Twitter, un message avec une charge émotionnelle négative. Le détail, vous le trouvez sur ma thèse, bien sûr, et je suis à l'écoute de toutes vos questions et j'espère que ce n'était pas trop lourd, que c'était rapide.